plus 1. Voilà. Donc la première question, on me demande étudions les variations de f et préciser les asymptotes éventuels s'il existe, Voilà. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, si vous avez une fonction numérique simple, je l'avais dit, il faut toujours d'abord reconnaître j'ai quel type de fonction, la notion de la fonction. Ça, c'est fondamental. Et je l'avais dit la dernière fois, on a 3 types de fonctions simples. Une fonction polynôme, une fonction rationnelle et une fonction irrationnelle. Et on peut avoir aussi une fonction composée. Mais toujours, on parle de ces différents types de fonctions. Alors, ici, on a le rapport de 2 polynômes. Donc, je l'avais dit la dernière fois. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura une fonction rationnelle. Ici, on a une fonction rationnelle. C'est le rapport de 2 polynômes. X carré moins x moins 2, c'est un polynôme du second degré. X carré moins x plus 1 aussi, c'est un polynôme du second degré. Donc, ici, on a une fonction rationnelle. Et comme on me demande d'étudier les variations, puis préciser les asymptotes éventuels s'ils existent, la première chose à faire ici, si on demande d'étudier les variations, il y a des questions, qu'on n'a pas posées ici, mais l'élève doit savoir qu'avant d'étudier les variations, je dois connaître d'abord l'espace dans lequel la fonction elle est définie. Et cet espace, comment on l'appelle? C'est ça qu'on appelle le domaine de définition. Alors, là, la fonction ici, comme c'est une fonction rationnelle, on va poser une condition d'existence. Laquelle, je vais dire ici, f de x existe si et seulement si quoi? X au carré moins x plus 1 différent de 0. Et là, c'est une équation du second degré. Donc, qu'est-ce qu'une équation du second degré? C'est quand vous avez la forme ax carré plus bx plus c égale 0, mais toujours avec a différent de 0. Pourquoi a différent de 0? Parce que si a égale 0, le premier terme ou bien le premier monôme va s'annuler et ça va rester bx plus c. Et si on a bx plus c égale 0, c'est l'équation du premier degré. Et là, comme on a une équation du second degré, une équation du second degré est différente d'une équation du premier degré qui s'écrit sous la forme ax plus b égale à 0. Là, quel est le degré de x? C'est 1. Là, quel est le degré de x ici? C'est 2. Donc 2 est plus grand que 1. C'est pourquoi on va dire que cette équation du second degré, et celle-là, c'est une équation du premier degré. Comment résoudre une équation du second degré? Là, les élèves l'ont vu. Ils l'ont vu en seconde, comme les mathématiques sont une continuité. En seconde, on a vu que si vous avez une équation du second degré, pour résoudre une telle équation, on va toujours chercher le delta, qu'on appelle le discriminant delta. Et delta, c'est quoi? Delta, c'est ça qu'on appelle le discriminant. Delta, c'est le discriminant. Et comment on calcule delta? C'est sous la forme b carré moins 4ac. B carré moins 4ac, ça veut dire quoi? C'est la forme ax carré plus bx plus c. A, B, C, c'est ça qu'on appelle les coefficients. Si je fais allusion maintenant, cette expression à celle-là, je parviendrai à identifier les coefficients. Le A, c'est toujours le coefficient qui va avec le monôme qui a le plus haut degré. Donc ici, c'est ax carré. Si je fais cette confusion maintenant d'identification par rapport à cette expression-là, le A égale à 1. Le B égale à moins 1 et le C, c'est la constante. Donc, les coefficients, ils sont là. Pour calculer delta, je connais B, je connais A, je connais C. Donc, ça veut dire qu'ici, A égale à, je peux dire ici A égale à moins 1, B égale à, non, A égale à 1, B égale à moins 1, et C égale à 1. Donc, je connais les coefficients. Donc, pour calculer delta, il suffit tout simplement de remplacer. On aura delta B carré. J'avais dit que B égale à combien? Moins 1. Donc, j'aurai moins 1 au carré, moins 4. Le 4, c'est un coefficient. Facteur A égale à combien? A égale à 1. Donc, je remplace. Et C, c'est la constante qui est égale à 1. Donc, je remplace. Donc, finalement, ici, ça reste à calculer. B au carré, les élèves ont vu la puissance. Comment calculer la puissance? Donc, moins 1 au carré, on peut remplacer cette puissance-là sous forme d'une multiplication.
Donc c'est le même facteur qui va se répéter 2 fois. Donc je peux dire moins 1 fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1, la multiplication de deux termes qui ont le même signe est toujours positive. Là, ça va donner plus 1. Et là, j'aurai en sixième, vous avez vu que si vous avez une opération en ligne avec des parenthèses, les opérations prioritaires, c'est commencer d'abord entre les opérations qui sont entre les parenthèses. Quelles sont les opérations qui sont entre les parenthèses? On a 1 fois 1. Et 1 fois 1 égale à 1. Je continue. 1. Donc ça veut dire que ce produit-là, c'est 1 fois le moins 4. Et quand je dis fois moins 4, donc ça veut dire ici, on aura 1 fois moins 4, ça me donne moins 4. Et là, finalement, on va obtenir combien ici? Donc j'aurai... Là, j'aurai delta égale à 1 plus 1 moins 4. Ça veut dire qu'ici, le 1, quel est le signe? C'est plus. Le 4 là, il est négatif. En sixième, vous avez vu que si vous avez la soustraction de deux termes, qu'est-ce qu'on fait? On fait la soustraction et on conserve le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Donc ici, 1 est le plus petit nombre, moins 4 est le plus grand. Mais quand je fais la différence, j'aurai 4 moins 1. Et 4 moins 1 égale à combien? Égale à 3. Mais ici, 1 est le plus petit nombre qui a la plus petite valeur absolue. Moins 4 a la plus grande valeur absolue. Mais quel est le signe de moins 4? C'est moins. Et j'avais dit que si vous avez une opération, la soustraction de deux termes de signe contraire, on fait une soustraction, on effectue la soustraction et on conserve le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Donc moins 4 a la plus grande valeur absolue. Donc là, ça veut dire que je vais mettre moins 3. Et quand je regarde delta égale à moins 3, en seconde, on a vu que pour résoudre une équation du second degré, tout dépend du signe de delta. Donc, qu'est-ce que c'est delta? C'est ton nombre réel. Et quand je dis tout dépend du nombre delta, donc vous pouvez avoir le cas si delta est négatif. Si delta est négatif, donc ça veut dire que c'est un nombre avec le signe moins. Si delta est négatif, là, on va dire que ici, l'équation, pas de solution. L'équation ne va pas admettre une solution. Mais on peut avoir aussi le cas si delta est nul, égal à 0. On peut trouver delta égale 0. Si delta égale 0, attention, l'équation va admettre bel et bien une solution. Mais ici, on va dire que on aura deux solutions qui sont identiques. x1 égale x2. Comment déterminer cette solution? C'est tout simplement moins b sur 2a. C'est ça. Moins b sur 2a. Et le dernier cas, on peut voir le cas où si delta est positif. Si delta est positif, là aussi pareil. L'équation va admettre deux solutions, mais cette fois-ci, elles ne seront pas identiques ni égales, mais elles seront différentes. On va dire que x1 différent de x2. Et comment déterminer x1? En seconde, ils ont vu ça. C'est la forme moins b, moins racine delta sur 2a. Et l'autre, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? On est en train de résoudre cette équation et j'ai donné les 3 cas possibles. Et parmi ces 3 cas possibles, on a trouvé delta égale à moins 3. Et si on trouve delta égale à moins 3, parmi ces cas-là, on a quel cas ici? C'est le cas où delta est négatif. C'est le premier cas. Et le premier cas, vous voyez ici, pas de solution. Donc ça veut dire quoi? Cette équation x carré moins x plus 1 égale 0 ne va pas admettre une solution. Mais attention, on est en train de chercher le df. Le domaine de définition, toujours j'avais dit que, comme on a une fonction rationnelle, on va dire que c'est R privé les racines du dénominateur. Donc ça veut dire quoi? Je vais revenir. Donc je vais dire ici, comme delta est négatif, je vais dire que df, c'est grand R privé. Mais privé de quoi? Vous voyez que ici, privé, il n'y a aucune solution qui annulerait mon dénominateur. Donc je vais dire que R privé de l'ensemble vide. Donc je ne vais rien mettre ici. Et quand je dis R privé de l'ensemble vide, donc ça veut dire que là, il n'y a aucune valeur dans R qui annulerait le dénominateur. Et je l'avais dit la dernière fois, si on a df égale R, ça c'est sous forme d'ensemble, on va tout présenter le df sous forme d'intervalle. Et l'intervalle c'est quoi? Toujours, soit c'est grand R, ou bien une partie de grand R. Vous y êtes? Alors, donc, vous voyez que quand je dis R privé de l'ensemble vide, donc finalement ici ça veut dire que df, on va trouver tout simplement df c'est grand R.
il n'y a aucune valeur ici. Vous voyez que s'il y avait une valeur ici, donc je vais tracer une droite et je vais placer la valeur et je vais éliminer cette valeur-là. Mais il n'y a aucune valeur. Donc si df égale à grand R sur une droite graduée, c'est toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. N'est-ce pas? Donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et quand je dis que de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc finalement le df sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de la fonction. Et or, on me demande d'étudier les variations. Mais pour étudier les variations, quel que soit, je dois déterminer d'abord, en premier lieu, le domaine de définition. Qu'est-ce que c'est que le domaine de définition? Je l'avais expliqué. C'est l'ensemble, ou bien l'espace dans lequel, quel que soit un antécédent qui appartient à cet intervalle-là, la fonction puisse soit être définie. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le domaine de définition, soit c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, on continue. Donc, toujours. Donc, je vais mettre ici le df. Le df, donc, ici, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voici l'intervalle. Hein? Et vous voyez que si on a cet intervalle, on a un seul intervalle. Et je l'avais défini la dernière fois. Si vous avez un intervalle, vous avez deux bornes. Une borne inférieure et une borne supérieure. Mais arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit déterminer d'abord, énumérer l'ensemble de toutes les bornes. Donc ici, on a un seul intervalle. Donc évidemment, on aura deux bornes. Lesquelles? Donc, il faut les énumérer. Donc je vais dire les bornes sont... Et j'énumère les bornes. Quelles sont les bornes? La première borne, c'est moins l'infini. Et la dernière borne, c'est plus l'infini. Donc ici, on a deux bornes. Donc, voyez. Donc, en déterminant le df, on connaît les bornes. Maintenant, on va passer au calcul de limite de borne. Donc, on va dire, voilà, calculons les limites aux bornes de df. Maintenant, les limites aux bornes df. Donc, quelles sont les bornes? On a deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Hein? Donc, là, on va dire limite, quand il s'étend à moins l'infini de f de x, je l'avais dit la dernière fois, si vous avez, j'aurais à calculer la limite en l'infini, soit c'est moins l'infini ou plus l'infini, d'une fonction rationnelle, on doit tous cibler les monomes qui ont les plus hauts degrés du numérateur et du dénominateur. Et quand je dis monomes qui ont le plus haut degré, ou bien les plus grandes puissances de x, là, la puissance de x, la première puissance c'est 2. Celle-là c'est 1, et là c'est 0. Donc 2 est plus grand. Là aussi, si on prend ce trinôme-là, la plus grande puissance c'est 2. Ce monôme, sa puissance est égale à 1. Et ce monôme-là, sa puissance est égale à 0. Donc 2 est la plus grande puissance. Donc comment on va calculer cette limite-là en moins l'infini? C'est la limite. On va cibler le monôme qui a le plus haut degré. Si je regarde le numérateur, le monôme qui a le plus haut degré, c'est x carré. Pourquoi x carré? Parce que la puissance de x au carré est plus grande des autres puissances. De même que le dénominateur aussi, la puissance de x carré aussi est plus grande des autres termes. Donc on va dire, c'est tout simplement limite quand x tend à moins l'infini de x au carré sur x au carré. On cible les monômes qui ont le plus haut degré. Et les monômes, ils sont là. Et là, x carré divisé par x carré, on peut simplifier. C'est la forme 2 sur 2. Et 2 sur 2, selon vous, ça va donner combien? 1. Donc là, finalement, on va obtenir ici 1. On obtient ici 1. Ensuite, je l'avais dit, ça reste la limite en plus l'infini. Hein. Pareil aussi, la limite, quand il s'étend en plus l'infini de f de x, là aussi, pareil, ça se calcule de la même façon. La limite en l'infini, soit c'est moins l'infini ou bien plus l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite des rapports des monômes de plus haut degré. Donc, c'est la même démarche. Hein. Donc, ici, on aura limite, quand il s'étend en plus l'infini de x au carré sur x au carré. Et là, x carré
divisé par x au carré aussi. Vous voyez que ça va donner une constante qui est égale à 1. Donc, voici les limites au bord. On a deux bords. On a deux bords. Oui. On a deux bords, oui. Et les deux bornes, c'est moins l'infini et plus l'infini. Merci. En calculant les limites au bord maintenant, on a trouvé 1. Et j'avais dit que si vous calculez les limites au bord, on va tous calculer aussi, préciser les asymptotes éventuels. Pourquoi? Parce qu'on me dit préciser les asymptotes éventuels s'ils existent. Les asymptotes éventuels, s'ils existent, on a deux types d'asymptotes. Le cas d'une asymptote horizontale et le cas d'une asymptote verticale. Vous êtes? Et le cas d'une asymptote horizontale, c'est en calculant la limite en l'infini, soit c'est moins l'infini ou bien plus l'infini. Si la limite est finie, si on trouve un nombre réel qui est fini, on va dire que dans ce cas-là, la fonction ou bien la courbe admet une asymptote qui est horizontale. Et asymptote horizontale, c'est une droite qui est donnée par y égale. C'est toujours une droite qui est horizontale. Donc, vous voyez que là, c'est le cas d'une asymptote horizontale. On va dire que donc, dans ce cas-là, la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale à CF. Ou maintenant, je précise, ou en moins l'infini, et là aussi, en plus l'infini. En plus l'infini. Et là aussi, le cas de ces asymptotes, le rôle des asymptotes là, ça va nous permettre, lorsqu'on aura à tracer la courbe, le rôle, ça nous permet, ou bien ça nous aide de bien tracer une courbe représentative d'une fonction numérique. Alors, ensuite, en précisant les asymptotes, en calculant les limites, donc, ça veut dire que je vais faire ça. Le tableau est très petit. Préciser donc df, on avait trouvé l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà. Y égale 1 est une asymptote horizontale à CF, en plus ou moins l'infini, n'est-ce pas? Ensuite, on va chercher quoi? Pour étudier les variations, on va toujours chercher la fonction dérivée. Et la fonction dérivée d'une fonction, toute fonction numérique simple qui est définie dans un espace, va admettre bel et bien une fonction dérivable. Et cette fonction dérivable, c'est ça qu'on va appeler maintenant, on va calculons la dérivée. Et la dérivée, c'est quoi? C'est la forme f'x. Et f'x, tout dépend. Voilà, ça peut l'occasion aussi, c'est des rappels. Si on a ces cas-là, si vous avez ces cas-là, comment c'est la dérivée d'une fonction rationnelle? Je l'avais dit, c'est la forme, si on a f et g sont deux fonctions, on peut avoir f plus g prime. Comment c'est la dérivée d'une somme? Si f est une fonction dérivable, g est une fonction dérivable, comment c'est cette dérivée somme? On va dire que c'est la somme des dérivés. Et la somme des dérivés, on va chercher la dérivée de f, que je vais appeler f prime. Ensuite, plus la dérivée de g, que je vais appeler g prime. Donc ça sont des rappels, hein? Voilà, pour les élèves qui sont en train de suivre. Ensuite, on peut voir le cas où si on a f fois g, comment chercher la dérivée d'un produit? La dérivée maintenant d'un produit, c'est quoi? Ce n'est plus cette fois-ci f prime fois g, mais on va dire que c'est f prime fois g plus g prime fois f. Ensuite, comment chercher la dérivée aussi si on a un rapport f prime x, f sur g, donc vous voyez que f sur g, c'est le cas où c'est la forme f sur g, c'est le cas d'un rapport de deux polynômes. Comment chercher cette formule-là maintenant? C'est f prime g moins g prime f, le tout sur g au carré. Ensuite aussi, on peut voir le cas où, si on a une fonction irrationnelle, comment chercher la dérivée de racine de f? La dérivée de la fonction racine de f, là aussi pareil, c'est des formules. Donc on va dire que c'est f prime sur 2 racines de f. Ensuite, le dernier cas, comment chercher la dérivée d'une fonction nième, f à la puissance n. Là aussi pareil, on va dire que c'est n fois f'
fois f à la puissance n moins 1. Donc, ça sont des rappels. Toutes ces formules, maintenant, les élèves l'ont vu en première, mais comme les mathématiques sont une continuité, en terminale aussi, c'est la même démarche. Il y a d'autres collègues aussi qui utilisent des U et des B, c'est la même démarche. C'est la même chose, hein, n'est-ce pas? Alors, donc, ça sont des rappels. Revenons maintenant. Comment je vais chercher la dérivée f' de x pour cette fonction-là? C'est la forme f sur g. C'est le cas là. F sur g. Et si on a f sur g, vous voyez que, donc, d'après la formule qui est là, le f c'est le numérateur, le g c'est le dénominateur. Hein? Donc, ça veut dire quoi? On aura f'. Donc, je vais dire, c'est x au carré moins x moins 2 prime fois g. Le g c'est le dénominateur que je multiplie par x carré moins x plus 1. Maintenant, on continue. Hein? Moins. Voilà. Continue. Moins donc là, moins g'. Le g, on va chercher la dérivée de x carré moins x plus 1 que je multiplie par f. Le f c'est le numérateur x carré moins x moins 2. Le tout maintenant sur le dénominateur qui est égal à g au carré. Et le dénominateur ici c'est x au carré moins x plus 1, le tout au carré, c'est ça. Et comment chercher la dérivée d'un polynôme? C'est le premier cas. Si vous avez addition, comment chercher la dérivée de cette addition-là? On va chercher la dérivée de chaque terme. Et on va additionner maintenant les dérivés. Alors, donc si on a f plus g, donc tout le monde a vu ici, c'est une somme algébrique. Qu'est-ce qu'une somme algébrique? Là, le coefficient est positif. Là, le coefficient est négatif. Et celui-là, son coefficient est négatif. Donc, cette somme-là, tantôt on a des signes positifs, tantôt on a des signes négatifs. C'est ça qu'on appelle une somme algébrique. Vous y êtes? Alors, on va chercher la dérivée de chaque terme. Donc, ça va donner quoi ici? La dérivée de x au carré. En première, les élèves l'ont vu. Donc, comment dériver x à la puissance n? On fait descendre la puissance. On multiplie. Toujours la variable, elle est constante, elle est là, c'est x. Et la puissance va diminuer d'un rang. Donc, ça veut dire qu'on aura 2 x à la puissance 2 moins 1. Et 2 moins 1, les élèves vont trouver 1. Parce que 2 moins 1 égale à 1. Mais x à la puissance 1, tout nombre élevé à la puissance 1 égale à lui-même. Donc, ça nous parle l'appel d'écrire 1. Ensuite, la dérivée de moins x, vous voyez que là, j'aurai moins 1. Mais la dérivée de x ici, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on aura ici 1 moins 1, c'est 0. Et x à la puissance 0, tout nombre élevé à la puissance 0, en mathématiques, ça donne 1. Alors, donc, x, la dérivée de x, c'est 1. Donc, on aura ici le coefficient fois moins 1, donc ça donne moins 1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Une constante, c'est quand vous avez un nombre réel. Si vous dérivez, quel que soit le nombre là, sa dérivée va donner, soit si le nombre est positif ou négatif, on va toujours trouver 0. Mais on continue. Facteur de x au carré moins x plus 1. Moins x plus 1. Ensuite, on continue. Moins. On fait la même chose aussi, la dérivée de là. On doit chercher la dérivée. Hein? C'est la dérivée ici. On aura dérivée de x au carré aussi, ça va donner 2. Dérivée de moins x aussi, ça va donner. Oui, c'est ça. La dérivée de x aussi, ça va donner moins 1 facteur de x au carré moins x moins 2. Le tout, c'est x au carré moins x plus 1, le tout au carré. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a quitté une étape en appliquant la formule. Si f est le numérateur, g est le dénominateur, on va dire c'est f'(g), ensuite moins g'(f), le tout sur le dénominateur au carré. Et comment dériver un polynôme? On va chercher la dérivée de chaque monôme. Et la dérivée de chaque monôme, je l'ai dit, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Pourquoi la dérivée de x au carré c'est 2x? Parce que les élèves ont vu en première, si vous avez x à la puissance n dérivée, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre la puissance n, on multiplie par la variable x et la puissance va diminuer d'un rang. Et si la puissance diminue d'un rang, donc ça veut dire qu'on aura n moins 1. Donc quand j'ai x au carré, le n c'est 2, quand je le multiplie par x, j'aurai 2 à la puissance 2 moins 1. Et 2 moins 1, tout le monde sait que ça va donner 1. Et x à la puissance 1, tout nombre élevé à la puissance 1, ça va donner 1. Tout nombre élevé à la puissance 1 égale à lui-même.
1 million à la puissance 1 égale 1 million. Ça ne varie pas. Vous êtes? Alors, on continue. Donc, arrivé à ce niveau-là, les élèves aussi en 4e, 3e, ils ont vu que si vous avez la multiplication de deux polynômes, c'est ça qu'on appelle le développement, réduire et ordonner. Développer, réduire et ordonner. Donc, ça veut dire qu'on va développer. Donc, je vais dire, développer, c'est quoi? C'est multiplier tous les termes de chaque facteur par les autres termes de l'autre facteur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les termes? C'est les nombres qui composent le facteur. Vous y êtes? Donc, ça veut dire qu'on aura 2x fois x au carré. Donc, quand on multiplie 2x fois x au carré, je sais que le 2, c'est le coefficient. Mais la x à la puissance 1 fois x au carré. Donc, quand on a a à la puissance n fois a à la puissance m, tout le monde sait que c'est le même nombre, mais les puissances sont différentes. On va dire que c'est a à la puissance n plus, on additionne les puissances. Donc là, si on a 2x à la puissance 1 fois x au carré, alors ça va donner 2 fois 1, c'est 2. X à la puissance 1, on aura 1 plus 2. Donc 2x fois x au carré, ça va donner 2x au cube. Pourquoi au cube? Parce que c'est la formule a à la puissance n fois a à la puissance n, on additionne, on conserve le même nombre et on additionne les puissances. Donc ça veut dire qu'on aura 1 plus 2, ça va donner 2x au cube. Hein? Donc ici on aura 2x au cube. Ensuite, je continue. Pour chaque terme, hein, 2x fois ça, ça va donner, pareil aussi, c'est moins 2x au carré. Pourquoi au carré? Parce que ici, la puissance est 1. Cette puissance aussi est égale à 1. Et quand j'additionne 1 plus 1, ça va donner 2. Ensuite, 2x fois 1, tout le monde sait que tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc, pourquoi? Parce que 1, c'est ça qu'on appelle 1, est un facteur commun. Hein? Donc ici, ça veut dire qu'ici, on aura 2x fois plus 1, ici, on aura ici, plus 2x. Ensuite, je fais la même chose, moins 1, multiplié par x au carré, ici, tout le monde sait que ça va donner moins x au carré. Hein? Ensuite, moins x fois ça, ça va donner moins, les coefficients, moins, ça va donner plus. Plus 1 fois x, ça va donner plus x. Ensuite, moins 1 fois plus 1, c'est le même nombre, mais de signe contraire. Ici, on aura moins 1. Et on continue. Hein? Là, on continue pour ce cas-là. Donc, il là qu'on va rendre. Oui, c'est ça, on continue. Il y a moins ici. Moins 1, moins, on continue. Hein? 2x, là je développe aussi, j'aurai 2x au cube. Ensuite, 2x fois ça, ça va donner moins 2x au carré. Ensuite, 2x fois ça, ça va donner moins 4. Moins 4. X, le tout sur g au carré. Hein? X au carré, moins x, plus 1, le tout au carré. Ouais. Donc, ça reste maintenant, va être développé pour les deux facteurs. Il n'y a plus de parenthèses. Donc, développer, c'est mettre l'expression sans les parenthèses de multiplication. Et là, ça reste des parenthèses. Donc, ça veut dire qu'on doit continuer là-bas. Vérifier l'heure. Voilà. 40 minutes. Voilà, donc ici, on aura 2 au cube. Maintenant, il y a une parenthèse qui est là. Le signe moins devant une parenthèse en 6e, les élèves l'ont vu. Si vous avez le signe moins devant une parenthèse, pour éliminer ces parenthèses-là, je dois changer tous les signes qui sont à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tout nombre qui était positif devient négatif. Le contraire aussi, s'il était négatif, il devient positif. Vous y êtes. Donc, ça veut dire ici, on aura pour ce cas-là moins, et là, on aura plus, là, on aura plus. Pourquoi? Parce que les signes vont changer. Hein? Donc, finalement, arrivé à ce niveau-là, vous voyez que là, je peux dire que f de x, f'(x), la dérivée égale à. Maintenant, je vais faire la réduction maintenant. Réduire, hein? Parce qu'on a dit développer. J'ai bien développé le numérateur. Il n'y a plus de parenthèses. Au départ, il y avait des parenthèses. C'est ça le développement. Réduire maintenant. Réduire, c'est regrouper les thèmes qui ont les mêmes unités. Ou bien les mêmes monomes. Donc, ça a 2x au cube. Moins 2x au cube. En mathématiques, tout le monde sait que ces deux nombres-là sont des opposés. Je l'avais signalé la dernière fois. Donc, on simplifie. La somme de deux nombres qui sont opposés donne 0. Ensuite, moins 2x au carré plus 2x au carré, pareil. La somme aussi
c'est la somme de deux nombres qui sont opposés. Je simplifie, ça va donner 0. Ensuite, ça reste, là, ça reste 2x plus 2x moins x au carré, plus x moins 1. Et là, ça va rester plus 4, hein, n'est-ce pas? Là, ça reste plus. Oui, c'est ça, plus. Moins x au carré, oui, j'avais dit que moins x au carré, 2x. Oui. Voilà, plus 4, hein, plus 4x. On réduit 2x. Il y a x au carré qui est là. Il y en a plus un autre x. Donc, vous avez les mêmes unités. Donc, ça veut dire qu'ici, le premier monome ici, c'est moins x au carré. Je vais écrire moins x au carré. Ensuite, 2x plus x, ça donne 3x. 3x plus 4x, 3 plus 4 égale à 7. Donc, ça veut dire ici, on aura plus 7. On aura plus 7x. Ensuite, il y a moins 1 qui est là. Je regarde dans l'autre terme, est-ce qu'il n'y a pas un terme qui est constant? C'est lui seul. Donc, je conserve le moins 1. Maintenant, sur le dénominateur, qui est égal à x au carré moins x plus 1 le tout au carré. C'est ça qu'on appelle la fonction dérivée. Voici la dérivée. Voici la dérivée. C'est ça qu'on appelle la dérivée de la fonction. Et vous voyez que pour étudier cette fonction, c'est ça qu'on m'a demandé. Je dois connaître d'abord le domaine de définition, les limites au bord. Ensuite, c'est la dérivée. Et vous voyez que quand on me demande d'étudier les variations, dans variation, je dis souvent à mes élèves, variation, on a quel verbe? Tout le monde sait que dans variation, il y a le verbe varier qui veut dire, on note synonyme sans changer, changer de comportement. Donc ça veut dire que la courbe peut monter, la courbe aussi peut descendre, la courbe peut être constante. Donc ça veut dire que si on doit étudier les variations d'une fonction, quel que soit alpha, on doit connaître la fonction dérivée. Et la fonction dérivée, si on connaît la fonction dérivée, on va étudier le signe de la fonction dérivée. Et le signe de la fonction dérivée, vous voyez que tout à l'heure, pour le dénominateur, je l'ai élevé au carré, je ne l'ai pas développé. Pourquoi? Parce que je sais que quand vous avez un carré sera toujours positif. Pourquoi un carré sera toujours positif? Parce que si j'ai moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1 égale à 1 qui est positif. Donc ça veut dire que là, a priori, je connais le signe du dénominateur. Pourquoi je dis je connais le signe du dénominateur? C'est à cause de la puissance. C'est un nombre qui est pair. Tout nombre élevé à une puissance paire est toujours positif. Donc ça veut dire que le dénominateur est déjà positif. Donc ça veut dire que pour connaître le signe de la dérivée, ce signe-là va dépendre de quoi? Du numérateur. Le signe du numérateur. Mais le signe du numérateur, on ne connaît pas. Pourquoi on ne connaît pas le signe du numérateur? Parce que là, le numérateur dépend de la variable x. Ce n'est pas comme un nombre réel, ce n'est pas comme une constante. Quand je dis, supposons 3, tout le monde sait que 3 est positif. Quand j'écrivais moins 5, tout le monde sait que moins 5 est positif. Mais là, quand je regarde le numérateur, a priori, je ne peux pas me prononcer ou bien dire que le numérateur est positif ou négatif. Mais comment on va faire? On va étudier le signe du numérateur. Comment étudier le signe du numérateur maintenant? On va toujours résoudre l'équation, le numérateur égale à 0. Pourquoi? Parce que le dénominateur, on connaît déjà son signe, il est déjà positif. Donc, ça veut dire que si le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif. Pourquoi? Parce que le dénominateur est déjà positif. Donc, c'est le signe du numérateur qui va... le signe de la dérivée va dépendre du signe du numérateur. C'est le signe du numérateur qui oriente maintenant la variation de la dérivée f de x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement, arriver à ce niveau-là. Est-ce que les élèves sont... Oui. Merci. Tant bien. Voilà. Donc, maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. Hein. Donc, on va dire, on pose f' de x égale à 0. Et si on pose f' de x égale à 0, c'est le numérateur. Hein. Donc, qui va dire que x au carré moins x plus 1 au carré est différent de 0. Et moins x au carré plus 7x moins 1 égale à 0.
Donc là, on va résoudre l'équation moins x au carré plus 7x moins 1 égale à 0. Et là, si on regarde, c'est une équation du second degré. Pourquoi équation du second degré? Parce que toujours la puissance de x est égale à 2, la plus grande puissance. Il y a 2, 1, 0, 0. Par ordre. Hein? Donc là, je l'avais dit tout à l'heure, on va toujours calculer le discriminant delta qui est égal à la formule b carré moins 4a. Souvent, je le dis à mes élèves, si vous avez un trinomie de second degré, même dans votre copie, il faut toujours mettre la formule et regarder à partir de cette formule et remplacer. C'est plus sûr. C'est plus sûr maintenant, voilà, de lancer. Vous pouvez, pourquoi? Parce qu'en mathématiques, ça ne pardonne pas. Si vous forcez, vous avez 0. Alors, donc si on a delta égale b carré moins 4ac, donc ça veut dire que le a égale moins 1, b égale à 7 et le c égale à moins 1. Donc on va dire 7 au carré moins 4ac, a égale à moins 1 et c égale à moins 1. Donc ça veut dire quoi? On va dire qu'ici, c'est 49, cette fois 7, 49. Hein? Donc là, je vais dire c'est 49. Maintenant, moins 1, c'est plus 1. Plus 1 fois 4 égale à moins 4. Hein? Et là, on va trouver ici delta égale à 45. Et si delta égale à 45, tout le monde a vu que delta est positif. Delta est positif. Et si delta est positif, donc ça veut dire que l'équation va admettre deux solutions qui sont distantes. Hein? x1 différent de x2. Hein? Donc là, on va chercher x1. x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et là, ça va donner moins b. Le b égale à 7. Donc j'aurai moins 7. Moins racine de delta. Mais racine de delta, je sais que racine de delta égale racine de 45. Et racine de 45, c'est la forme racine de 9 fois 5. Et 9 fois 5, c'est la forme racine de a fois racine de b. Et racine de a fois racine de b égale racine de a fois racine de b. Donc, ça va donner racine de 9, c'est 3. Et racine de 5, c'est pas un carré parfait. On considère le racine de 5. Donc là, ça va donner 3 racines de 5. Donc, ça veut dire que racine de delta égale à moins 3 racines de 5 sur 2a. 2 facteur de a égale à moins 1. Hein? Donc, c'est ça. A égale à moins 1. Donc là, ça va donner x1 égale à moins 7, moins 3 racines de 5 sur moins 2. Hein? Voilà. Je peux simplifier aussi par le moins. Quand vous avez un dénominateur qui est négatif, on peut remonter le signe moins au numéraire, mais en changeant toujours les signes du numérateur. Donc là, on aura moins 7. Le moins, si ça remonte avec le moins là, ça donne plus 7. Là aussi, on aura trouvé plus 3 racines de 5 sur 2. Voici x1. Et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Hein? Donc là aussi, pareil. On aura moins 7 plus 3 racines de 5. Racine de delta égale 3 racines de 5 sur 2a. Hein? 2 facteurs de moins 1. Là aussi, pareil. On aura x2 égale moins 7 plus 3 racines de 5 sur moins 2. N'est-ce pas? Et là, pareil. Le dénominateur est négatif. On remonte. Donc ça va donner ici moins. Et ce moins là, ça va donner plus 7. Là, c'était positif, ça donne moins 3 racines de 5 sur 2. Et voici x2. Donc, voici les solutions du dénominateur. Hein? Alors, voici les solutions du dénominateur. Mais ce n'est pas fini. On me demande d'étudier le signe. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On va établir un tableau de signe. Voilà. Donc, voilà le tableau. On a un tableau, qu'est-ce qu'on fait? On donne souvent, le tableau est là. Ça sont les valeurs de x. Le trinôme, c'est moins x au carré plus 7x moins 1. Hein? Voilà, ça admet deux solutions. On est dans R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les deux solutions, elles sont là. La première, c'est 7 plus 3 racines de 5 sur 2. Et là, c'est 7 moins 3 racines de 2. Maintenant, si vous avez ces cas-là, il faut taper à la machine pour déterminer la valeur décimale.
Pourquoi? Parce que parmi ces deux nombres-là, on doit les ranger par ordre dans grand R. Donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais si je regarde, je vois que ici le 7 est positif, 3 racines de 5 est positif, c'est 2. Donc ce nombre-là, en quelque sorte, il est positif. Mais ce nombre-là, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer 7 moins. Donc ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là. Ou bien si vous n'êtes pas certain maintenant, il faut taper à la machine, calculer pour voir les deux valeurs décimales et les comparer. Hein? Vous êtes. Donc là, la première valeur est plus grande. Donc la deuxième est la plus petite. Hein? Donc c'est 7 moins 3 racines de 5. C'est 2 qui est plus petit. Et l'autre, c'est 7 plus 3 racines de 5 sur 2 qui est plus grand. Donc le trinôme s'annule là. Là aussi pareil. C'est une équation du second degré. Pour étudier le signe, ce n'est plus comme le cas avec les équations du premier degré. On disait que c'est le signe de A à droite de la racine et le signe de moins A à gauche de la racine. Mais la question à faire, tout dépend du signe de delta. Le cas où delta est positif, on a deux solutions. Et dans ce tableau-là, on va dire qu'on a 3 parties. Les deux solutions, elles sont là. J'ai mis 0 en mathématiques dans un tableau. Si vous regardez ces 0-là, ça veut dire que ça sont les solutions de l'équation. Mais dans chaque intervalle, dans chaque partie, je dois déterminer le signe du trinôme. Mais le signe du trinôme, on a vu qu'en seconde, si delta est positif, tu admets deux solutions distinctes en les rangeant par ordre, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on a 3 parties. Et à partir de ce tableau, on va dire que tout va dépendre des signes de A à l'extérieur des racines. Extérieur des racines, donc ça veut dire en dehors des racines. Donc, en dehors des racines, je suis là, mais aussi on aussi peut être là. Nous sommes en dehors des racines ou bien à l'extérieur des racines. Et j'ai bien dit le signe de A à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur des racines, voici l'extérieur des racines. On a 2 parties. Donc quel est le signe de A à l'extérieur des racines? Le A est négatif, donc j'aurai là à l'extérieur moins. Mais attention aussi, on pouvait avoir le cas où, si A était positif, donc dans ce cas-là, on aura ici plus. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire. Donc quel est le signe contraire? Le signe contraire de moins, tout le monde sait que ça va donner plus. Donc ça veut dire que dans R, je connais maintenant, a priori maintenant, le signe de la dérivée. Donc ça veut dire que dans chaque partie, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à cette valeur-là, la dérivée est négative. Entre les deux valeurs, la dérivée est positive. Et entre cette solution jusqu'à plus l'infini, c'est positif. Hein? C'est bon. Hein? Hein? Ah, merci. Donc, tableau de modeste. Donc ça reste maintenant tableau de variation. Hein? Le tableau de variation maintenant, c'est ça, son tableau, on va mettre Cx, là c'est la dérivée, f' de x, et là c'est la fonction f de x. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, on est dans R, en place. On va reporter ce même tableau. Hein. La première valeur est là. La deuxième est là. Hein. Donc, c'est 7 moins 3 racines de 5 sur 2. Et l'autre, c'est 7 plus 3 racines de 5 sur 2. Hein. Et l'autre, c'est plus 9. Donc, on reporte. Là, on avait 0, 0, moins, plus, et là, moins. Vous voyez que c'est ça qu'on appelle le tableau de variation d'une fonction. On aura 2 colonnes horizontales, elles sont là. La première colonne, ça concerne les signes de la dérivée. La deuxième colonne maintenant, c'est les variations. Et les variations, en mathématiques, si une fonction est croissante, on va représenter par une flèche qui monte, n'est-ce pas? Et si c'est décroissante maintenant, une flèche qui descend. Donc ça veut dire que si elle est constante, avec une flèche horizontale. Donc ça veut dire quoi? De moins l'infini jusqu'à cette valeur-là, on a quel signe? Ici, on a le signe moins négatif, donc ça veut dire que la dérivée elle est négative. Et si la dérivée est négative, donc la fonction elle est décroissante. Donc ça veut dire qu'ici on va venir moins l'infini jusqu'à ce niveau-là. Et là, j'écris f de 7 moins 3 racines de 5 sur 2. Hein. Et là, c'est plus 1, donc ça monte. Donc on vient toujours de la gauche vers la droite. Hein. Et là maintenant, on va écrire f de 7 plus 3 racines de 5. Et là, ça va décroître. Hein. Et maintenant, arrivé à ce niveau-là, maintenant, on va... La limite à moins l'infini tout à l'heure, j'avais trouvé quoi? La limite à moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Hein. Là, on avait trouvé plus l'infini.
Là, on avait trouvé moins l'infini. Et voici le tableau de variation. Voilà, donc, voilà, merci, chers collègues, de m'avoir aussi invité sur ce plateau-là. Et comme je l'avais dit la dernière fois, en tant qu'acteur de l'éducation, à tout moment, on est disponible pour aider aussi nos élèves. Pourquoi? Parce que c'est dans ce cadre, tout simplement, qu'on peut aider nos élèves. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, M. Bass. Voilà.